Donc bonsoir, c'est Fred d'Indécent Podcast. On est en direct du Centre Pompidou-Metz, où il va y avoir le vernissage de l'exposition Art et Science-Fiction. Donc l'ouverture au public se fera demain, samedi 5 novembre. Il y en a, je crois, jusqu'au mois d'avril, quelque chose comme ça. Et on est avec Michael Roche, qui a eu la gentillesse... qui a eu la gentillesse... commence bien. Qui a eu la gentillesse d'accepter une petite interview. Donc bonsoir Michael. Salut. Première question, déjà on te découvre... on te connaît avec les ouvrages que tu as écrits. Donc, alors moi, je pense principalement à Moi, Peter Pan et le livre jaune. Vous en avez déjà un petit peu parlé. Et Terre Marron, donc Témaron, c'est comme ça que ça se prononce ? Terre Marron. Terre Marron, voilà. Qui vient de sortir il n'y a pas longtemps chez La Volte. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dans la littérature et l'imaginaire en particulier ? Je crois que je suis tombé dans l'imaginaire d'abord par la lecture quand j'étais adolescent. C'était des lectures de vacances. Des lectures de vacances où, justement, pour aller dans le sud de la France par l'autoroute en voiture, je prenais toujours un bouquin au supermarché pour lire et puis ensuite pour l'avaler et l'enchaîner durant toutes les vacances. Et très souvent, c'était un Stephen King. Je suis rentré dans l'imaginaire par la porte de l'horreur et c'était assez excellent. C'était assez excellent. Après, l'écriture est venue... par cette passion, en fait, cette fascination pour le surnaturel et comment il s'intègre dans notre réalité, comment il nous frappe, comment il déclenche toutes ces émotions après dans le cœur du lectorat. Avec ce décalage du surnaturel qui s'insinue petit à petit. Ouais, le surnaturel qui s'insinue et puis qui parfois nous rentre dedans. Stephen King, il avait vraiment cette force de déclencher des espèces de guillotines surnaturelles, plutôt de guillotines à réalité. Et d'un coup, on se retrouve face à un Maccabée ou face à un monstre, une créature j'allais dire maléfique, mais c'est jamais vraiment maléfique pour Stephen King. On est vraiment dans de l'irréel, ouais, je crois. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que justement moi que j'ai ressenti en lisant Peter Pan, puis surtout le livre jaune, alors qui en plus est doublé d'un hommage à quand même un des ouvrages majeurs du fantastique, mais qui en même temps est un des plus difficiles à lire, je trouve. C'est donc Robert Chambers, le roi en jaune, et donc le livre jaune qui est doublé en plus d'un petit hommage à Peter Pan, il me semble. Là. Oui, c'est ça. C'était par jeu aussi de vouloir faire un diptyque avec le premier roman. Et puis en fait, ça collait au personnage, à ce personnage qui vient visiter le roi en jaune et à sa quête, son enjeu personnel. Ça collait tout à fait de le lier à cette autre mythologie. Voilà, j'en dirai pas plus parce que ça reste quand même une des clés du roman. Et voilà, écrire ce roman dans le prolongement du roi en jaune de Chambers et puis de la première saison de True Detective, ça a été un pur kiff, carrément. Ouais, je confirme que la lecture c'était un kiff aussi, de toute façon. Et donc le tout dernier qui vient de sortir, donc c'est Terre Marron, donc aux éditions La Volte. Donc là on est plus dans de l'anticipation, la science-fiction utopiste des Caraïbes, quoi. Ouais. Mais où on va quand même creuser un petit peu ce qui se cache en dessous. Ouais. Donc alors on est dans ce qu'on appelle l'afrofuturisme, ouais. On peut le dire, il n'y a pas de souci là-dessus, heureusement d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est plus cette fois-ci, c'est les Caraïbes qui mettent en avant justement une espèce de futur un peu plus utopiste. Si j'aime bien résumer le truc. C'est ça. On peut même aller plus loin. J'aime bien le fait que tu utilises le terme d'utopie plutôt que de dystopie. Oui. Déjà, tu ne commets pas ce faux pas de penser que le futur qui est imaginé dans Terre Marron est un futur malheureux. C'est pas non plus une utopie, parce qu'on sent quand même qu'il y a des disparités, mais dans ce monde qui n'est pas tout à fait parfait, les personnages, quand ils sentent qu'ils sont dans la merde, vont pouvoir retrouver une certaine puissance, par leurs actes en fait, vont pouvoir influencer leur réalité et se remettre sur des chemins idéaux dans leur quête de bonheur. Et ça nous prouve déjà que cet univers de Terre Marron n'est pas une dystopie, et il est en fait ce que j'appelle une contre-dystopie. On a des personnages qui vont pouvoir retrouver leur agentivité, se réempuissancer et puis aller vers cette quête de l'utopie, effectivement, sur la terre caribéenne.
Ouais, moi ça me fait penser beaucoup à ce que disait Ursula Le Guin dans Les Dépossédés. C'est-à-dire que c'est quand même une utopie ambiguë. Elle, c'est comme ça qu'elle l'avait définie. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi. Et on voit ça dans ton œuvre, mais on le voit aussi chez des auteurs francophones actuels, où il y a justement cette volonté de réenchanter en fait le futur, plutôt que toujours d'être dans quelque chose toujours de pesant, de très orwellien en fait, qui fait toujours un peu peur. Ou alors il faut se projeter très loin dans le futur, où là, bon, ça, on se pose un peu moins de problèmes, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que Terre Marron, il y a ce thème-là, que je retrouve en tout cas moi personnellement. Hein. Ouais. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est justement c'est de parler un petit peu justement d'afrofuturisme, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est aux États-Unis déjà depuis quelques temps. Donc sur le continent africain aussi. Sur le continent africain. Je pense à des auteurs, donc c'est... je vais arracher son nom, ça va être une horreur. Je te l'ai dit pour toi si tu veux. Ouais, c'est Nnedi Okorafor. Okorafor, ouais, c'est bon. Ça va. Il y a Octavia Butler aussi. Octavia Butler, j'allais la citer tout de suite parce que c'est La Parabole des Semeurs, c'est une œuvre majeure de toute façon. On peut citer Thaddeus Thompson. Thaddeus Thompson, ouais. Britannique, mais du coup lui il est d'origine nigériane, donc il écrit pour le continent africain. Ouais. Moi je pense à Delany. Oui, Samuel Delany. Ah ouais, moi je sais que ça fait partie des auteurs majeurs aussi pour moi en tout cas. Ouais. Et puis très récemment, qui s'est fait remarquer, Rivers Solomon, avec Les Abysses et puis Sauroland. Sauroland et L'incivilité des fantômes aussi. Ouais. D'ailleurs, on l'avait croisée, elle était présente aux Imaginales, dans des conférences qui étaient... c'était la conférence Afrofuturisme, justement, dont tu faisais partie. J'avoue que j'ai bu toutes les paroles, hein. C'était vraiment super intéressant. Donc c'est vrai que c'est un mouvement, donc je pense que je vais te laisser en parler, mais qui redonne en fait la science-fiction, tous les thèmes de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy, mais vu du côté africain, quoi, tout simplement. Et ce qui est vraiment, en fait, j'allais dire quelque part, en fait, logique. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, enfin pour moi en tout cas. Hein. C'est ça. Il fallait un lieu pour cet imaginaire qui était sous-représenté dans l'imaginaire collectif occidental. C'est ça. Et il fallait pouvoir le nommer pour qu'il puisse servir aux sociétés, aux individus afrodescendants de cette société occidentale en termes de représentation, de représentativité, en termes de modèle, en termes de fierté aussi d'appartenir à un plus grand tout. Donc oui, on cherche le foisonnement de ces œuvres, l'ébullition, l'ébullition pour les faire germer partout. Et l'afrofuturisme, effectivement, revêt parfois ce caractère de terme chapeau pour désigner d'autres sous-genres au sein de ces productions. On a par exemple l'astro-blackness, qui est du space opéra avec des personnages noirs. L'afrofuturisme pourrait se résumer à ça, à des récits qui sont afrocentrés, donc c'est-à-dire avec des personnages principaux qui sont noirs. Qui du coup évoluent dans un monde technologiquement futuriste, mais qui reste aussi très poreux, très perméable à toutes les traditions magico-religieuses de ces sociétés-là. La présence de ce que nous, occidentaux, on pourrait appeler du surnaturel, qui est accepté comme une réalité dans ces cultures-là, ça va nous donner un étalon, en fait, une définition étalon de l'afrofuturisme. Et puis, mais ça ne nous empêche pas, en fait, de naviguer effectivement sur différents genres, de chercher à chaque fois l'émancipation de ces cultures-là, de ces individus-là. Et donc on a quand même des auteurs et autrices qui pratiquent de l'afro-pessimisme, par exemple, donc qui vont plus tendre vers la dystopie ou vers l'essai critique sociétal. À travers la fiction. Octavia Butler était plutôt là-dessus. Hein. Ou par exemple, il y a l'auteur qui a écrit aussi Friday Black, qui parle justement du rapport des tensions raciales aux États-Unis tout au long de son recueil de nouvelles. Mais à côté de ça, on a aussi du rococoa, c'est-à-dire des histoires de pirates avec des pirates noirs. On a aussi ce qu'on a appelé du sword and soul, du western, effectivement, parce qu'il y a toute une partie du western qui a été oubliée. Ah oui. 40% je crois des cow-boys étaient noirs. Même plus. Même peut-être plus. C'est 60 ou 70. D'accord.
C'était, comment il s'appelle moi je me souviens plus du nom de l'acteur qui était pote avec Christophe Lambert, qui avait fait Possé, la revanche de Jesse Lee. Ouais, ok, je connais pas ce film. C'était un film qui est des années 90 et qui déjà montrait ça. Oui. En disant, mais en fait, les cow-boys, c'était très majoritairement des noirs, en fait. Et ça a été complètement effacé de l'histoire. Par Hollywood. Par Hollywood, par surtout. Hollywood aussi. Il y a quoi d'autre on aurait quoi d'autre? On aurait... j'ai parlé de l'Astro Blackness déjà, le Sword and Soul, qui est un peu le pan africain du Sword and Sorcery. À la Conan. Voilà, à la Conan, exactement, de la fantasy épique, mais du coup avec des cultures africaines. Et un petit dernier peut-être, est-ce qu'il y en a un qui me vient en tête? Le steampunk. C'est du steampunk, mais avec des noirs. D'accord. Voilà. Excellent. Alors après, c'est vrai que c'est intéressant qu'on ait ce mouvement-là, qui soit approprié donc, par les gens noirs. Hein. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a pas mal d'auteurs occidentaux qui traitaient en fait, de l'Afrique dans le futur, etc. Donc je pense à Mike Resnick, qui est un de mes auteurs préférés. Mais c'est vrai que je trouvais dommage. Richard Canal aussi. Ouais, Richard Canal avec, c'est pas Animamea, ouais, c'est ça. Swap, ouais. Et c'est vrai que j'apprécie beaucoup leurs œuvres et tout, mais ça reste des occidentaux qui ont leur vision. Peut-être une vision fantasmée de l'Afrique, de ses mythologies, etc. Donc je trouve que c'est beaucoup plus intéressant justement d'avoir ce retour-là, cette vision du futur par les gens, par les personnes qui sont directement concernées. C'est vrai que c'est un peu ce que disait River Salomon d'ailleurs, dans la conférence aux Imaginales. Ouais. Donc je sais pas, toi justement, quels sont tes projets d'écriture justement dans ce courant-là, entre autres? Je rebondis juste sur ce que tu disais. On a effectivement cette possibilité de décentrer le regard, et je pense que c'est le plus important. C'est ce qu'il faut retenir de ce mouvement-là. On devrait pouvoir, dans l'idéal, dans l'absolu, se débarrasser de ce terme afrofuturiste et ne penser qu'à un futur qui effectivement rend harmonieux la présence de toutes les cultures qu'on aime en allemand. Le fait que le mouvement existe, le fait que le mouvement existe seulement, c'est un peu comme ça c'est le penseur Achille Mbembe qui le dit, c'est un peu comme un fantôme dans l'esprit humaniste occidental qui vient hanter en fait l'histoire de l'Occident, qui a fait du corps noir un objet distinct de lui. Et c'est pour ça que l'afrofuturisme a besoin d'être distingué. Donc je vais y rester dans mes productions, effectivement. J'ai commencé par Terre Marron. Il y a quelques nouvelles qui existent aussi dans cette arène-là. Cette arène, c'est cette ville cyberpunk qui s'étend sur tout l'arc caribéen et qui en fait me donne la possibilité d'explorer plusieurs territoires caribéens à différentes temporalités. Ça peut être demain, ça peut être après-demain, ça peut être après-demain encore. Et c'est ça qui la rend très intéressante. Oui, donc ce qui est intéressant justement, c'est ce que tu disais, c'est qu'effectivement l'afrofuturisme, j'allais dire, alors ça c'est mon opinion personnelle bien sûr, c'est bien parce qu'elle marque le début d'un bouillonnement, d'une vraie prise en main de toutes ces thématiques par les Noirs ou les afrodescendants, voilà. Mais c'est vrai que ce serait bien qu'à terme, ce terme-là disparaisse et que tout le monde fasse de la science-fiction, de la fantasy, de la fantastique, et pas à nouveau une niche de niche. On le voit par exemple avec les auteurs asiatiques, dont on n'entendait pas parler avant, avec Liu Cixin, etc. Et on ne dit pas Asia Fantasy, quoi. On peut le dire. On peut le dire, je l'ai croisé plusieurs fois, ce terme sino-futurisme. Mais en fait, ils se sont directement spécialisés sur des thématiques qui sont environnementales. Et donc, globalement, ce qu'on appelle la CLIFI, la science-fiction climatique, c'est eux. Ils n'ont même pas besoin d'avoir leur culture estampillée là-dessus. Ils ont déjà travaillé ça. L'afrofuturisme vise l'épanouissement personnel des individus. Il rejoint en ce sens-là cette vision possible des avenirs désirables, des futurs désirables. Il rejoint les mouvements du solarpunk qu'on a au Brésil. Il rejoint les mouvements du hop punk porté par Joe Watson notamment. Et oui, l'absolu serait de se débarrasser
de cette empreinte quelque part identitaire. Mais auparavant, il s'agit de fabriquer la réparation de ce manque d'imaginaire dans la mondialité, dans la culture mondiale, qui a été coupé, qui a été écrasé nié, oui. Et la réparation, elle se pose en 2 étapes. En tout cas, plutôt la rédemption, on va dire ça. La rédemption du monde occidental, elle passe par la réparation, qui est effectivement un rééquilibrage, mais aussi que les cultures concernées, les cultures qui ont été écrasées, puissent atteindre leurs objectifs qu'elles n'ont jamais pu atteindre à cause de la course de l'histoire. Donc il y a ces 2 éléments-là qui sont à prendre en compte en termes de réparation, et c'est qu'à partir de ce moment-là, quand effectivement il y aura cet équilibre et un épanouissement des objectifs des sociétés, là pour le coup afrodescendantes, qu'on pourra repartir sur un mouvement d'échange horizontal, sans domination, sans prédation. Et voilà, moi je pense que c'est tout à fait possible. Sur quelle temporalité, je ne sais pas, mais on y arrivera. Ouais, c'est la marge du temps en ce moment, on va dire qu'elle est pas super géniale, hein. Mais oui, moi, c'est pareil, très optimiste aussi là-dessus. Ou si on est pessimiste, j'ai l'habitude de dire, c'est un optimiste éclairé, le pessimiste. Voilà, donc ce que j'avais trouvé aussi intéressant dans Tarmaron, sauf qu'on n'en a pas parlé, c'est qu'il y a pas mal de mots qui sont créoles dedans. Et c'est vrai que je me souviens de ce que tu avais dit aux Imaginales, c'est que je ne sais pas pourquoi certains lecteurs avaient peut-être des difficultés, mais c'est vrai qu'on est capable d'avaler des mots complexes, des jargons, par exemple dans Dune ou autre, qui sortent de nulle part. Je ne parle même pas de Tolkien avec le langage elfique. Et je ne comprends pas pourquoi effectivement on aurait ces difficultés avec le créole, surtout qu'en plus c'est quand même super chantant comme langage, quoi. Oui. Super chantant, il suffit de le prononcer à voix haute ou de le subvocaliser en le lisant pour l'appréhender. Le comprendre. Bon, au-delà de le comprendre, en fait, saisir le mot français qu'il y a derrière, quoi. Effectivement, c'est un créole de base française. Et c'était ça l'idée, c'était de remettre de l'équilibre entre le français et le créole, et de ne pas le remettre dans une marge, c'est-à-dire qu'il est présent dans le texte comme tous les autres mots français, il n'est pas en italique, il n'est pas entre guillemets. Il n'y a pas de note de bas de page pour expliquer le sens des mots. Et on se laisse embarquer. On fait ce pas qu'on fait à chaque fois qu'on rentre en science-fiction. Ce pas de danse qui nous fait lâcher prise sur notre réalité et aller à la rencontre d'un univers qu'on ne connaît pas. Donc finalement, c'est aussi pour ça que j'ai pas hésité à mettre du créole tel quel dans le texte, parce que je sais que le lectorat de science-fiction est déjà habitué à faire ce pas de danse. Et voilà, je sais plus, tu avais une deuxième partie de question, je crois, j'ai oublié. Non, c'était bon. Non, c'était juste pour rappeler qu'effectivement, donc, on rappelle que dans le cadre de l'exposition Art et Science-Fiction, donc au Centre Pompidou, à Metz, il y a justement une partie afrofuturisme. Hein, c'est pour ça aussi qu'on a mené cette discussion-là. Puis, de toute façon, dans les littératures de l'imaginaire, actuellement, voilà, ça me semblait complètement aller de soi, en fait. Je crois que la grande question, c'est même pas une question, c'est plus quelque chose qui doit aller de soi. On ne va pas se poser d'autres questions. Voilà, je ne sais pas pour toi comment tu positionnes là-dessus. Mais oui, la présence de l'afrofuturisme ici à l'exposition, elle est assez claire. C'est qu'on partage une histoire. Et il ne s'agit plus de la balayer sous le tapis. Aujourd'hui, on a les moyens, les armes intérieures pour faire face à cette histoire et pouvoir en discuter et la regarder comme il faut, avec un regard critique, avec un regard attentif, soigné, pour en tirer les bonnes leçons, quoi. Et puis un discours aussi scientifique, du coup, parce qu'il y a aussi toute cette partie-là dans l'histoire, l'archéologie et tout, qui montre aussi beaucoup de choses que l'occidental, dans les fin 19e, début 20e, a complètement balayé par envie du soi-disant universalisme. Donc c'était juste pour piller les richesses, mais ça, voilà, on va pas refaire l'histoire. Si on peut la refaire, du coup, mais c'est vrai qu'on pourra en parler des heures. Oui. Ben, voilà, l'afrofuturisme, alors c'est pas vraiment le refaire l'histoire,
mais c'est de la présenter de la manière... je sais pas si c'est vraiment telle qu'elle était, hein, tu vois, mais c'est la décentrer le regard, c'est toujours ça, et de ne plus privilégier le regard du vainqueur et de prêter soin à celui qui a été vaincu. Ok, ben en tout cas, merci beaucoup hein, d'avoir accepté cette petite interview. Yes. Et puis, de rien. Et puis, écoute, bonne expo, bonne conférence, et puis à une prochaine peut-être. Merci. Ciao.